Coucou les petits loups, comme disait Marc Tosca dans le top 50, c'est le moment de passer 52 minutes ensemble à revisiter 50 ans de culture geek et plus. Une date pour vous le prouver, 1922, naissance de Stan Lee, le papa de... Spider-Man. Et de X-Men, et pas mal de choses. Mais par contre, on va tout de suite passer à un monde post-apocalyptique. C'est une spéciale post-apo pour les intimes. Autour de cette table pour m'accompagner dans ces mondes de survivance et de survival, Mademoiselle RL, blogueuse et journaliste. Monsieur Laurent Kessy, il est romancier et auteur. Il est également auteur, réalisateur et comédien, Monsieur Sébastien Rassia, qui forme un joli duo avec Monsieur Frédéric Molas. Voilà, ils ont des grands cheveux. Et pour finir, Rurik Salé, compositeur, comédien et surtout journaliste. Voilà, on n'oublie pas non plus François qu'on va retrouver en duplex tout à l'heure pour un talent web. Et en attendant, ne serait-il pas l'heure de lancer le sommaire? Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez la série Jérémia, une interview de François Descraques pour le Visiteur du Futur, les rats de Manhattan, une enquête geek qui vous montrera comment survivre dans un monde post-apocalyptique, le court-métrage fou Kangoo Tomic, Stéphane Wool pour New York, une nouvelle mission de Baptiste et Nico, Origine ou le post-apo venu du Japon. Une parenthèse pas forcément plus gaie avec Stéphane qui se trouve plongé au cœur d'une murder party et l'incontournable shopping list de la fin du monde. Il est tout doux, c'est notre petit bisounours à nous. Tout de suite, Rurik. Rubrique cinéma avec Rurik. Voilà, alors j'ai décidé de célébrer un petit peu les États-Unis en parlant de Vincent Down. Sauf qu'avec une belle pelle, quand on creuse et on trouve derrière Bruno Mattei. Donc on arrive en Italie en creusant depuis les États-Unis. Et là, c'est un réalisateur avec le pseudonyme qui a réalisé ceci. Quelques petites images sous vos yeux ébahis. Regardez un petit peu cette pépinière extraordinaire. J'arrête l'accent, c'est insupportable. Il s'agit bien entendu des rats de Manhattan. 1984. C'est Frédéric Molas, marié avec Chuck Norris, regardez bien. Voilà, c'est des gens qui regardent à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, bien sûr. Voilà, Je pense que c'est le pire monde post-apocalyptique qu'on ait vu. Oui, c'est assez insupportable. Et c'est la scène la plus incroyable du film, puisque c'est le moment où des gens rentrent dans une pépinière en parfait état de fonctionnement et disent « Mon Dieu, mais c'est une pépinière en parfait état de fonctionnement !» Voilà, c'est un peu ça le cinéma C'est le rital. twist du film. C'est le twist du film. Alors, qu'est-ce que c'est que... D'abord, Bruno Mattei, je crois qu'on dit Mattei. Ma grand-mère s'appelait Maffei, alors ça ne doit pas être trop dur avec un R. Qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est un réalisateur qui a œuvré beaucoup dans la série Z, la série B, et qui a fait, plus Z d'ailleurs souvent, qui a fait beaucoup de démarcations de succès américains. Ça, c'était vraiment la spécialité des Rital dans les années 70 et 80. Plein de faux Dents de la Mer, plein de faux Mad Max, plein de faux ceci, cela. Star Wars. Plein de faux Star Wars, bien sûr, puisque les Rital, voilà, ils copient un peu tout. Alors, parfois, ça donne des chefs-d'œuvre, parfois, et souvent, c'est surtout des films assez rigolos. Voilà, c'est les Turcs qui font ça. Voilà, celui-là est assez marrant. Et alors, Mattei, il a choisi son pseudo pour faire un peu américain. D'ailleurs, Quentin Tarantino est assez fan de lui, mais il est fan de tout le monde. Et Mattei disait, mais je comprends pas, Tarantino, il aime bien Virus Cannibal, et je comprends pas, c'est pas bien ce film. D'ailleurs, il aime pas ces films, hein, Mattei. Heureusement qu'on est là pour les aimer pour lui. Il est décédé malheureusement, mais bon, on l'aime quand même. Les Rats de Manhattan, c'est de son propre aveu, c'est une sorte de Nuit des morts vivants, mélangé un peu à Mad Max. Il s'est dit, bon, j'ai pris les mêmes protagonistes que la Nuit des morts vivants, à peu près la même trame, mais j'ai remplacé les morts vivants par des rats. Voilà. Et c'était même pas vraiment des rats, c'était des cobayes peints pour ressembler à des rats. C'était encore plus fort. Et donc, vous avez cette scène incroyable de la pépinière. Vous avez aussi une scène incroyable, parce que qu'est-ce qui fait le charme de ces films-là? C'est qu'en général, le scénario est un peu ringard, les acteurs sont abominables. Les VF rajoutent beaucoup VF, dedans. bon, Les VF, d'ailleurs, c'est énorme. la VO ne parle pas de pépinière, c'est la VF qui est marrante comme ça. Et vous avez aussi un budget assez moindre qui fait qu'on n'a pas souvent les moyens de ses ambitions. Voilà. Vous avez au départ cette scène qu'on a regardée tout à l'heure, on a bien rigolé encore, où vous avez les espèces de voyous façon Mad Max qui arrivent dans cette ville et ils envoient un éclaireur pour voir si tout va bien. Donc il y a un mec qui part en moto à 5 mètres et qui fait le tour comme ça. Et il revient genre, ah, tout va bien. Mais genre là, quoi. Tu vois. Je veux dire, mais tu sais, j'aurais pu le voir aussi moi-même. Ça, c'est toute l'Italie. Peut-être que plus loin, il n'y avait pas de décor, donc on ne pouvait pas filmer. C'est toujours incroyable, ce genre de film-là. Mais il y a une scène énorme dans Les Rats de Manhattan, moi que j'adore, c'est un mec qui se met en tutu. Donc il a un tutu vert comme ça et il essaie de danser pour essayer de distraire les zombies. Bien sûr. Et ça marche pas. Et il laissait beaucoup de gens improviser un peu n'importe quoi. Je crois que cette scène était à moitié improvisée. Oui, c'est ce qu'il disait, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, Les Rats de Manhattan, est tellement culte parce qu'il est vraiment kitschissime, mais vraiment appréciable. C'est que Mathieu Kassovitz est super fan du film et pendant longtemps, l'un de ses projets, c'était de faire en long métrage un faux making-of des Rats de Manhattan. Voilà, ça aurait été marrant, peut-être mieux que Babylon AD, qui sait. En tout cas, voilà. Probablement, oui. Probablement. Alors Mathieu, si tu regardes cette émission, tu es invité, hein, tu viens et tu nous dis que tu le fais, pour de vrai. Tu parles pas du 11 septembre. Tu parles pas du 11 septembre.
tout cas, voilà. Donc, je vous invite vraiment à le regarder et à creuser encore plein d'autres trucs, comme La mort au large, qui est un film de Castellari, qui est une faux dent de la mer, où il y a un moment une espèce de planche de surf ou de planche à voile, je sais plus, qui est croquée par le requin, mais vraiment découpée à la scie. Tu sais, t'avais l'impression que c'est... Enfin, que des trucs complètement aberrants. Mais l'héritage, j'avais rencontré quelques années John Saxon, qui est un des protagonistes d'Opération Dragon, mais qui a fait plein de films là-bas, plein de films en Italie aussi. Et il disait, vous savez, les Italiens, c'est un petit peu, c'est pas grave, tu vois. On rate la prise, moi, ça marche à peu près, bon, c'est pas grave. Tu vois, c'est toujours, c'est pas grave, voilà. C'est des films, c'est pas grave. Donc, regardez-le, c'est pas grave. En tout cas, peut-être ce qui sera grave, c'est les suites des aventures de Stéphane dans un GN Murder Party. Alors, on va faire une petite pause dans notre post-apo et on retrouve Stéphane. Est-ce qu'il sera un jour remaké par les Italiens? On l'espère. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Gendarmerie d'Étretat, ouvrez la porte s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Un arrêt de cœur. Un arrêt cardiaque? Strangulation. Un cadavre dans la cuisine. Vous avez vu quelque chose? Retour au cœur d'un jeu de rôle grandeur nature où nos reporters tentent d'élucider un sombre crime. Suis-moi vite. Il ne faut pas oublier que tous les joueurs mènent leurs propres enquêtes avec leurs propres objectifs. Pourquoi elle ment? On va fouiller rapidement cette pièce avant que quelqu'un nous chope. Au fait, j'ai trouvé du poison dans la cuisine. J'ai déplacé la fiole histoire d'être sûr que personne s'amuse à empoisonner les boissons et autres, puisque dans pas longtemps, je vais avoir grand besoin d'un café. Donc des fois que quelqu'un s'amuse à mettre du poison quelque part, j'ai préféré prendre les devants. La clé de la chambre 2, on a fouillé, on n'a absolument rien trouvé. On va la poser là. Il faut surtout pas qu'on la trouve sur nous si à un moment on se fait fouiller pour une raison quelconque. Je commence à avoir un petit peu peur de tout le monde. Il y a un fusil dans le salon, que personne n'a touché ni approché pour le moment, mais il est bon de savoir qu'il est dans le salon et d'en rester éloigné si les choses dégénèrent. Il y a déjà eu une petite altercation entre deux personnes. Je veux savoir où est chaque chose. Rappelons-nous que l'assassin est probablement encore parmi nous. C'est rassurant. Mais se protéger ne suffit pas, il faut savoir épier. Le fils de Germaine est descendu par cette porte que nous n'avons encore pas vu emprunter. Ok, on tire tout ce qu'on peut et on se barre. Regarde ce que je viens de trouver. Il joue avec un truc qui ressemble à un câble. Salut Bernard, qu'est-ce que tu fais? Bernard, qu'est-ce que tu fais? Raccorder des fils électriques. Ok, partons-nous. Vous savez où est le circuit électrique pour remettre en route? C'est Boitard? Oui. Il est en bas à la cave. En bas? Derrière une porte cadenassée, tout au bout. Votre collègue Quentin Pellissier a vu la porte en question. Louise! Pendant ce temps, à l'étage, les mystères se multiplient. Oh, Louise! 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 Ah! Oh, Louise! Ah! Louise! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Si, il faut que je vous montre quelque chose. Regardez ce que je viens de découvrir ici. Regardez. Ça, c'est le sésame des reporters pour voir le capitaine. Donc maintenant, on va voir ce que vous avez comme élément qui paraît susceptible de faire avancer l'enquête. Tout le monde me paraît ici relativement suspect, en dehors de vous et nous, qui sommes arrivés après le début des événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était là. Avez-vous d'autres informations éventuellement qui pourraient nous être utiles? J'en ai absolument pas entendu parler. Est-ce que vous avez plus d'informations? Non, malheureusement non. Je prends des notes. Dans la chambre de Fermatopied, la chambre 7, on a entrevu que le lit était défait sur le côté droit, comme si une seule personne s'était couchée dedans, et on a entrevu une bassine. Sans compétences policières, ça ne nous aide pas à grand-chose. Vous avez la compétence du matériel à développement photographique, de par votre métier, vous savez. D'accord, c'est du matériel de développement photographique uniquement? D'accord. On sait s'il a servi récemment? Les orgas, ou MJ, veillent à ce que chaque indice fasse sens. D'accord. Merci. Ça, c'est du maître de jeu, ça fait quand même plaisir d'avoir de l'info. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Peut-être la maison.
Lâchez-moi. Venez vous allonger. Venez vous allonger. Vous êtes tous des fous. Vous êtes tous fous, lâchez-moi. La pauvre enfant a des hallucinations, voyons. Mais que cachent les crises et les visions de Louise? Et pourquoi les habitants tentent-ils de la faire taire? Suivons le capitaine. Capitaine? Alors que l'enquête avance et qu'enfin l'affaire paraît s'éclaircir, un second crime est commis. La nuit va être longue pour les forces de la justice et de la geekitude. Dans le prochain numéro, assistez au dénouement inattendu de cette folle nuit d'angoisse et de danger. Ils sont en paix. Vous me coupez la caméra. N'oubliez pas que la suite des aventures de Stéphane, 3e et dernier épisode de son GN Murder Party, c'est dans la prochaine émission, parce qu'on n'est pas tordu, on va pas vous la mettre dans la 15e. Et en parlant de tordu, je vous laisse deviner le chroniqueur qui va devoir intervenir. Générique. Rubrique culture japonaise avec RL. Le post-apo au Japon, en fait, c'est tout d'abord pour situer, c'est quand même le Japon, un pays qui n'est pas super aidé, entre les bombes atomiques. Ah non, au contraire, je trouve qu'ils y mettent du leurre. Ah oui, ils y mettent bien du leurre. Le genre est super important, voilà. Et donc il y a plein de séries comme Akira, Hokuto no Ken, des choses comme ça. Et Godzilla aussi, qui était un fort, c'est pas un post-apo, oui, après, mais... des films, etc. Il y a aussi les catastrophes naturelles, avec les séismes, tsunamis, et aussi une forte préoccupation écologique qu'on a pu voir avec Arjuna, mais aussi Nausicaa de Miyazaki, enfin voilà. Et toutes ces choses-là, ça a eu un très fort impact en fait sur la société japonaise, et donc ils ont une très grosse production post-apo en fait. Et donc mon choix sur cette chronique, c'est Origine, le film dont on va voir quelques images. Alors, avec la super belle musique de Kokia. J'aime beaucoup. T'aimes beaucoup. Kokia qui a aussi fait les musiques de Brain Power avec Yoko Kanno. Ah, excuse-moi. Elle est très très populaire en France, Kokia. Le gonzo de la honte pour Coca-Cola. Ouais, elle est toute mignonne, elle chante pieds nus et tout. Un mec qui est sorti avec elle. C'est vrai. Ouais, j'ai un pote qui est sorti. C'est pas un pote, c'est un con, mais il est sorti avec elle. D'accord. Voilà, donc c'est un film de 2006, il est assez récent. Une très belle qualité graphique. C'est le premier film des studios Gonzo en fait. Alors les studios Gonzo au Japon. J'en ai vu pas mal des Gonzo, mais je suis italien, je produis. C'est un très très gros studio en fait qui a fait des séries comme Last Exile, NHK ni Yokoso, qui reprend l'histoire d'un hikikomori, un mec qui a pas de vie et qui pète des plombs. Et donc c'était leur premier film avec un débutant dans l'animation en réalisateur qui s'appelle Sugiyama Keiichi. Comment tu fais pour retenir les noms de tous ces mecs là? Elle les écrit. Je les écris, tu vois. On dirait des syllabes qu'on associe au hasard. Et donc voilà, l'histoire c'est qu'en gros, suite à la déforestation de la Terre, il y a un groupe de scientifiques qui font des tests génétiques sur les plantes. Donc ils vont installer une espèce de serre sur la Lune. Et en fait, l'expérience va complètement dégénérer. Elle va se jeter sur la planète Terre et la ravager complètement. Et donc dans ce nouveau monde qui est géré par les plantes, notamment les ressources en eau, en fait, il y a deux groupes d'humains. Alors, il y en a un qui s'intègre plutôt bien, ça s'appelle la Cité Neutre, d'où vient le personnage principal Agito, puisque le titre original, c'est Ginilo no Kami no Agito. Elle arrive à retenir des trucs, franchement, qui signifie Agito aux cheveux d'argent. Et donc, ça s'appelle la Cité Neutre, et donc, ils sont dans l'harmonie avec la forêt, etc. Et en face, ils ont un autre groupe qui s'appelle le Ragna, qui est une nation militaire industrialisée, et en fait, eux, ils vont vouloir restaurer la planète comme ils la connaissaient avec la société qu'on a actuellement. Donc ils veulent reprendre le pouvoir sur la planète et ces deux groupes-là vont s'affronter en fait à savoir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce qu'on ne peut pas s'accommoder avec la planète même si on n'a pas le confort actuel, ou est-ce que c'est vraiment important pour nous? Est-ce qu'on peut se détacher de notre société telle qu'elle est avec les produits de consommation, etc. Vous me prenez une feuille, vous avez 1 heure et je ramasse les copies. Voilà, c'est un film qui a mis 7 ans pour être développé. Il y a 70 000 dessins faits à la main. L'animation à la main a été aussi utilisée pour les effets d'eau et de fumée, ce qu'ils font normalement au computer graphique, donc par informatique, et ça rend vraiment une super belle impression. L'animation est vraiment splendide. Je rebondis juste sur les dessins préparatoires. C'était une anecdote que nous avait dit Jean Chalopin, mais qui n'était pas dans l'interview que vous avez vue. Mais il racontait que sur Ulysse 31 et compagnie, tous les storyboards de l'époque, ils ne savaient plus où les stocker. Ils ont payé quelqu'un pour les brûler. Non. Une dernière peut-être info avant qu'on se quitte. Il y a d'autres thèmes qui passent derrière, il y a une histoire d'amour, la transmission filiale de père-fils, etc. Mais bon, l'histoire est quand même sympa, voilà. Il faut vraiment le regarder, même si la fin est un peu, bon,
Les Japonais, la fin, c'est pas toujours bon ménage. Voilà, donc vous saurez si vous êtes japonais, la fin, c'est pas terrible. On enchaîne avec l'interview carrière. Alors la petite surprise, les amis, c'est François en interview carrière, parce que maintenant, c'est un peu le boss du Visiteur du Futur, les web-séries qui cartonnent. Donc tout de suite, on va voir le point de vue de François sur le post-apo et sa série. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. D'ici 500 ans, la Terre sera détruite. 2012, c'est le début de la fin du monde. Personne ne s'en rendra compte parce que ce sera des petites catastrophes pour commencer. Mais une petite catastrophe, plus une petite catastrophe, plus une petite catastrophe, ça fait 3 petites catastrophes. Non. Le Visiteur du Futur, c'est une série de science-fiction, mais surtout d'humour, qui raconte les aventures d'un jeune homme du présent, qui s'appelle Raph, qui fait pas grand-chose de sa vie, jusqu'au jour où un mec du futur complètement ouf débarque. Je parie que c'est lui, les amis. Vous avez vu comme j'ai été discret depuis le début? C'est trop passionnant, Le Visiteur du Futur, une série de 3 saisons qui évolue sans cesse. La base de la série, c'est que le Visiteur du Futur essaye d'empêcher, en fait, l'apocalypse. On voit des bribes du futur apocalyptique, on voit comment c'est la merde, etc. Et pourtant, il y a toujours des systèmes de la vie de tous les jours. Il y a toujours des embrouilles, il y a toujours un décalage, même si c'est l'horreur. Alors, il y a peut-être quelque chose quand même que je ne vais pas réussir à surmonter, c'est mon envie de te mettre un turbo-point dans la gueule. Ah ouais? Oui, sauf moi, quand même. Bon, je suis plutôt du genre sympa, comme voix off. À la base, la série, on l'a faite vraiment pour ne pas montrer le futur. C'était un peu la base de la série, la première partie de la première saison, c'était le mec vient du futur, et tout ce qu'on sait du futur, on le sait par lui. Là, l'idée, c'est qu'on la voit de plus en plus, la vision du futur, etc. Mais il ne faut pas non plus se perdre dedans. La base de la série, c'est des gens qui parlent entre eux, quoi. Ouais, on l'écoute, hein. Quand on a commencé, on avait fait donc 3 épisodes un peu sketch. Et très vite, il y a eu ça a pas mal buzzé, comme on dit, sur Internet. Les gens se sont appropriés vraiment les codes de la série, le côté... voilà ce qui va se passer avec la suite d'événements qui provoquent une catastrophe. Qui va enflammer le méthane, ce qui provoquera une explosion, qui va ravager tout Paris. Ah merde. J'avais pas pensé que ça marcherait autant. Et en même temps, ça m'a fait peur, dans le sens où je me suis dit, ok, maintenant les gens commencent à y voir une sorte d'habitude, et ils vont s'attendre à ce qu'on fasse 20 épisodes selon le même schéma. Et comme moi, j'ai vu que, j'avais pas assez d'idées pour faire 20 épisodes avec que des prédictions du visiteur, je me suis dit, il faut changer la formule. Et c'est là où on a pris ce premier risque de changer la formule dès l'épisode 4, 5, 6. Et la série a encore mieux marché à ce moment-là. C'est de pire en pire. J'ai été assez impressionné par le nombre de vues, mais l'avantage qu'on a dans notre équipe, c'est qu'on n'est pas attaché à ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens qui regardent nos vidéos et qui nous suivent, les regardent pour les bonnes raisons. Et pas juste en mode consommateur de vidéos, parce que c'est le truc du moment et tout. Et donc c'est plus important d'avoir un public de qualité qu'un public trop nombreux et qui comprend rien, quoi. Oh my god. Ouais. J'ai un plan. Tu déconnes. Alors c'est vrai qu'au début de la saison 2, je voulais pas forcément m'embarquer dans une saison complète et je m'étais dit, ok, on fait 3 épisodes pour commencer et on va prospecter et voir si on peut trouver des prods. C'est vraiment à la fin de la saison 2 que là, vraiment, Ankama a dit, oui, ça nous intéresse de produire la suite, mais pas que, faire plein d'autres choses, des DVD et tout, etc. C'est tout de suite plus facile quand on a la thune. Oui, c'est plus facile. Ma vision du monde post-apocalyptique, elle peut être assez influencée par la série de jeux vidéo Fallout. Reserve your family spot in a state-of-the-art underground vault today. Sign up now and prepare for the future. Dans ces jeux, les personnages, voilà, comme j'avais dit avant, ils ne sont pas conscients qu'ils vivent après l'apocalypse. Parce qu'ils n'ont pas connu avant. Donc pour eux, c'est la vie normale. Et ils vivent normalement et ils essaient de recréer un système. Et voilà, quoi, c'est un peu le Far West. Et pour moi, c'est ça vraiment le monde parfait post-apo. C'est une sorte de renouveau de l'humanité où on efface tout, on recommence. Si j'ai continué le Visiteur du Futur sur autant de saisons, c'est vraiment pas parce que la série avait du succès au niveau des vues, c'est vraiment parce que l'univers me permettait vraiment d'aborder plein d'idées. On a fait une autre série avec Slim, donc Slim qui joue le Dr Castafolt. Et vous savez, un humaniste doit savoir tout pardonner.
n'est pas un robot. On a tous les deux écrit et réalisé une série qui s'appelle Les Opérateurs. Bonjour, soyez le bienvenu dans votre nouvelle entreprise. Mais qu'est-ce que... Qui pour le coup est assez différente dans l'univers visuel, on va dire, dans le sens où ça se passe dans une boîte moderne, très corporate. C'est de l'absurde, on mélange à la fois des mystères inquiétants à la Lost, mais dans un univers corporate et banal de bureau, quoi. Qui ça, il? Mais tout le monde, Charles, le DRH, le FBI, l'autre connasse de l'accueil, ils se sont tous passés le mot pour me faire chier. Méfie-toi. On a d'autres projets qu'on aimerait bien mettre en place. On a toujours un projet de jeu vidéo qui est toujours en cours, qui pourrait être une bonne façon de raconter d'autres histoires du visiteur de façon interactive. Et puis, bon, bah forcément, pour moi, mon rêve un jour serait d'en faire un long métrage. Même si chaque saison du Visiteur, pour moi, est quand même traitée comme un long métrage. Du coup, François, c'est peut-être le moment de reprendre ta place dans l'émission, hein. Allez, hop, 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 au boulot. Croire que t'es comme moi, Raph. Parce que sinon, ça veut dire que je suis tout seul à vouloir sauver l'humanité. Bring it on! Alors, est-ce que vous suivez justement le Visiteur du Futur? Oui, bon, on attend la suite, là. Oui, oui. Je peux pas dire du mal, je le croise à chaque salon, alors... Ah oui, t'as peur qu'il crève les pneus de ta voiture. Quand tu le croises, c'était obligé. Voilà, et François, ça se passe très très bien, donc il est en duplex. Hein. Enfin, François, voilà, on l'aime. On enchaîne tout de suite avec quelqu'un, par contre, qu'on n'aime pas. Il s'appelle Laurent Kessy. Ah oui, on n'aime pas. Rubrique BD et romans avec Laurent. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Alors, partez, monsieur Kessy. Clin d'œil à... Comment s'appelait Maurice Pialat. À Cannes. Oui, à Cannes, exactement. Post-apo, évidemment. Je vais vous parler du livre qui m'a fait découvrir la SF. Et qui oh est... merde. Ça veut dire qu'à cause de lui, t'es là aujourd'hui, à cause d'une prof de français en 5e. Oui, voilà, je suis là. Ça s'appelle New York, c'est de Stephen Wool, ça date des années 50. Et on regarde quelques images. Piel projeté dans le passé en même temps que la planète tout entière. C'est un film adapté d'un autre roman de Stephen Wool. Les Maîtres du Temps, donc c'est tiré de L'Orphelin de Perdite de Stephen Wool. Jafar, oh, vieille canaille! Sylvain, grimpez pas? Oui. Sur des dessins de Möbius, évidemment. Et il y a eu une autre adaptation de Stephen Wool, c'est La Planète Sauvage. Ouais, réalisé par ça René Laloux. Au Monde Englouti. Voilà. Moi, ça m'avait fait très peur quand j'étais petit. Voilà. Celui-là aussi est réalisé par René Laloux et c'est tiré de Homme sans série, La Planète Sauvage. Stephen Wool, alors le mec s'appelle Pierre Perrault, c'est un Français. C'est un pseudo. C'est un pseudonyme. Comme Bruno Mattei, bien sûr. Voilà. Alors le pseudo, il vient, c'est un savant de l'Oural. Voilà. Il a entendu un jour à la radio. Et l'histoire est un peu rigolote parce que Pierre Perrault, il est dentiste. Je crois qu'il faisait des chansons, Pierre Perrault. Non, bien sûr. Il faut le faire, il faut tout faire. Pierre Perrault, il est dentiste. Et dans les années 50, sa femme lit un bouquin de SF, pas très bon. Elle lui dit, je suis sûr, Pierre, peut-être l'appelait-elle Pierrot. Ouais. Imaginons. Je suis sûr, Pierrot, que tu pourrais faire mieux et que tu pourrais écrire un roman. Et puis, elle y a amené sa machine à écrire et là, il s'est mis à taper un roman. Il n'avait même pas de Mac, le minable. Et ça a marché, il a publié. Entre 56 et 59, il a publié 11 romans de SF comme ça dans la collection Anticipation au Fleuve Noir. Fleuve Noir, oui. New York est le deuxième. Et New York, voilà, pour moi, alors je sais que toi, tu n'aimes pas. Moi, c'est ce qui m'a fait détester la SF, en fait. Alors pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça complètement aberrant, en fait. Attends, la meuf, elle doit sortir. Alors, des monstres-plantes qui viennent de l'espace, une meuf qui font beaucoup. Alors, ton truc, c'est aberrant. Non, mais voilà, moi, en dehors de l'aspect homme de Cro-Magnon, puisque bon, c'est un petit peu ça le point de vue de départ. C'est vrai qu'après, bon, l'histoire des produits chimiques. Il y a des idées folles, je te l'accorde. Ouais, mais c'est ça qui fait le charme du truc, justement. C'est que c'est la SF un peu. Je veux pas spoiler, tu vois, mais. Dépassé, quoi. Enfin, dépassé, non. Mais les idées sont tellement folles, on se dit, bah ouais, c'est fou, mais c'est génial. C'est l'histoire d'une tribu. Les hommes sont revenus à l'état sauvage, donc c'est une tribu dans laquelle il y a un petit enfant noir, et lui c'est le paria parce que c'est le seul noir de la tribu, donc il va finir par s'exiler et grâce à des radiations devenir plus intelligent que les autres, apprivoiser un ours. Donc déjà vous imaginez un petit garçon qui trace avec un ours. C'est des images, voilà. Il y en a plein de Et New York, c'est pour? Et New York, c'est New York, en fait. C'est la contraction de New York. C'est New York. Il arrive à New York, voilà, on voit la Statue de la Liberté. Je suis arrivé à New York. Comment c'était beau. C'est magnifique. Les rats de Manhattan, New York, tu vois, on est voilà, New York, et la planète des singes, pareil, avec la Statue de la Liberté à la fin. C'est un paysage. Ça fait penser à la planète sauvage aussi, ce que tu dis. Ouais, avec les petits bonhommes.
Oui, il a toujours les mêmes... Alors, il ose tout. Il y a les prédateurs des humains, c'est des pieuvres mutantes. Voilà, donc il y a des pieuvres mutantes qui attaquent les humains. Voilà, alors quand tu dit que c'est aberrant, voilà. Ça te choque, hein, c'est what the fuck, hein. Les mecs tuent les pieuvres, ils bouffent les tentacules luisent dans leur ventre, donc leur ventre commence à luire, et tout d'un coup, leur ventre gonfle et ils montent comme ça et ils explosent, enfin, ils finissent par mourir, c'est complètement taré. Je rappelle quand même que normalement qu'en 5e, tu lis pas ça. C'est clair. Normalement en 5e, tu lis des petits livres un peu cochons. Alors, à mon époque, quand ta maman te sert des soupes, après j'adore les calamars depuis. Là où t'as raison, c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment encore plein d'images, alors que je l'ai pas relu depuis, tu vois, j'ai pas retouché, mais c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup marqué, même si j'ai détesté, bon, ça c'est mon goût. Alors voilà, mais justement, parce qu'on a quand même évoqué plusieurs mondes post-apocalyptiques, mais comment survivre dans un monde post-apocalyptique? Avons-nous les clés? Eh bien, nous avons enquêté pour vous. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Les amis, aujourd'hui, voici une leçon que vous ne trouverez dans aucun manuel scolaire. Comment survivre dans un monde post-apocalyptique ou post-apo pour les intimes. C'est-à-dire un monde où quasiment toute la population a été décimée. Plus de Facebook et autres réseaux sociaux, de petits oiseaux qui chantent ou pire, plus ou moins geek. Mais avant que nous soyons tous obligés de manger des rats en brochette, nous avons fait appel à 3 experts pour vous aider le jour du grand cataclysme. Alors si vous voulez connaître les gestes pour vous en tirer, c'est maintenant. Mais quelles seraient les causes d'un basculement vers un monde post-apo? L'homme n'a jamais manqué d'imagination pour se détruire. La cause initiale, c'était la colère de Dieu. On peut partir même simplement de la crise telle qu'elle est à l'heure actuelle, qui peut dégénérer en révolution de droite et de gauche, qui peut engendrer un holocauste nucléaire, par exemple, ou une guerre bactériologique. On a eu la guerre froide, et la guerre froide, la cause était simple. C'était un bonhomme appuyant sur un petit bouton rouge et qui décidait de faire tout péter. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre où la vie s'est quasiment éteinte. On a les fins du monde basées sur l'écologie, où petit à petit la Terre étouffe sous ses propres déchets. Des séismes, des tremblements de terre, une inversion des pôles. Ou alors les apocalypses zombies, où une pollution quelconque transforme les gens en monstres. Tout ça peut dégénérer et peut provoquer la chute du monde tel qu'on le connaît. Saviez-vous qu'un des mondes post-apo les plus connus est celui de la planète des singes, que l'on doit au Français Pierre Boulle, qui a écrit le roman en 1963, adapté plus tard au cinéma par les Américains? Mais quel type de personne serait capable de survivre? À part moi? Mais ça dépend de quel apocalypse. Si c'est l'apocalypse colère de Dieu, tout dépend de quel Dieu il s'agit. Si c'est une apocalypse, je vais dire civile et non plus religieuse, là, ça peut être effectivement ceux qui ont le sens de la survie. Des gens qui se sont préparés à la chose. Des gens qui ont vu venir le coup et qui se sont préparés, qui sont dans des environnements propices à la survie aussi. Donc notamment ceux des campagnes, s'ils savent, pourront faire de bons survivants, quoi. Si on n'est pas dans un cadre de virus répandu dans l'atmosphère, mais dans le cadre d'une guerre ou de guerres successives, des communautés qui seraient plutôt en milieu campagne, montagne, auraient plus de chances de survivre. Oh non! Je déteste la campagne, en plus j'ai peur des poneys. Je devrais peut-être lire le livre de Pierre Desesseintes, Manuel de survie en cas d'apocalypse. Chers experts, quels sont les gestes que je dois maîtriser pour survivre? Si tout le monde est irradié, ça peut être le premier geste pourrait être de se décontaminer ou au contraire, dans certains cas, d'aller se recontaminer un coup dans l'espoir d'avoir des mutations utiles, quoi. Si on est en ville, se déplacer plutôt pour aller vers des lieux de campagne. Savoir cultiver ses salades, c'est pas mal. Tout ce qui peut servir d'arme, c'est toujours bon à prendre. Apprendre à se servir d'un arc qui a besoin ni de carburant ni d'énergie pour fonctionner. Apprendre à s'adapter au nouvel environnement et en tirer sa subsistance, parce que la forte probabilité, c'est que les lignes de communication à longue distance soient coupées, et donc il faudra fonctionner au niveau local au départ, quoi. Penser à changer son régime alimentaire, parce que je pense qu'on va surtout manger du chien, du rat, du pigeon, du lapin, des choses qui vont pulluler, plutôt que du bœuf et des choses comme ça qui seront monopolisées sans doute par les gens qui auront réussi à en trouver et à les garder pour eux dans de grosses communautés. Ah, alors ça tombe bien. J'adore le poney, finalement. La viande est très tendre. Oups, on me dit que je suis borderline. Heureusement pour nous, le post-apo est surtout un genre privilégié au cinéma.
Une bonne histoire part d'une situation de tension initiale. Il n'y a pas, je crois, de plus grosse tension qu'une destruction complète de tous les cadres de la société. À partir du moment où on a bénéficié de tout ce qui est les trucages numériques, etc., on se retrouve dans des débauches d'effets spéciaux qui n'ont plus rien à voir avec un bon scénario. Je ne comprends pas pourquoi les cinéastes s'acharnent à montrer des débris de vaisseaux spatiaux en flammes dans l'espace, alors qu'on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir d'explosion ni de flammes, évidemment, dans l'espace. Le Armageddon avec Bruce Willis de Michael Bay, qui, dans la construction, à tout niveau, c'est de l'application bête de recette, mais tellement peu fine, qu'on arrive à un truc qui tient pas son récit ni son sujet. Le Survivant, avec Charlton Heston, c'est pas un film d'une haute teneur philosophique, mais c'est un film qui retrace bien la débrouille d'un type qui est tout seul, plongé dans une situation qui est causée par une bactérie ou un microbe, un virus qui s'est répandu dans l'atmosphère. L'avantage du genre apocalyptique, c'est qu'il est parfaitement radical et qui permet du coup d'interroger le pourquoi on en est arrivé là. Donc ça a été l'interrogation sur la guerre nucléaire dans les années 50-60, sur l'écologie et le pétrole dans les années 70, sur le nucléaire civil à partir de Tchernobyl. Ça permet de mettre le doigt sur tous les endroits qui font mal. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses si vous voyez les foules se déplacer, des météorites nous percuter, des champignons nucléaires s'élever ou ma mère venir dans ma chambre. Vous maîtrisez la survie. Fin de transmission. Laurent, il y avait plusieurs de tes copains dans ce reportage. Ouais, Laurent Weil, que je connais. Alex Nikolavitch, avec qui je vais peut-être écrire un bouquin sur Warren Ellis. Alors moi, j'ai appris quelque chose dans ce reportage, c'est que tu as des copains. C'est la principale information. Je n'ai pas d'amis, j'ai des connaissances, quoi, disons. Voilà, des voisins. Des mecs que j'ai croisés. Moi, si je peux dire, il y a le guide de survie en territoire zombie de Max Brooks que je conseille, c'est génial aussi. Parce qu'on est dans le post-apo, que j'avais envie de dire un truc aussi. Et il a fait aussi un bouquin qui s'appelle World War Z, qui est adapté au cinéma. Qui va être une merde. Avec Brad Pitt. Exactement. Le beau Brad Pitt, que vous ne trouverez pas dans le sujet qui continue, qui va suivre. C'est Histoire et Nouvelles Technologies, avec Baptiste et Nico, qui ont eux aussi enquêté sur les mondes post-apocalyptiques. Rubrique Histoire et Nouvelles Technologies, avec Baptiste et Nico. Bon, patron, on travaille sur quel dossier avec Baptiste aujourd'hui? Post-apocalyptique. C'est parti. Laissons Nicolas et Baptiste faire leurs recherches. Si vous aimez les post-apos, vous aimerez certainement La planète des singes, La route, Le jour d'après, le jeu vidéo Fallout ou encore l'excellent manga Akira. Bon, patron, concernant le dossier post-apocalyptique, je vais vous parler d'un événement qui s'est déroulé au début de notre siècle, sur le site de Tunguska, en Sibérie occidentale, à côté de la petite ville de Krasnoïarsk. Ça s'est passé au mois de juin. On suppose qu'une météorite gigantesque a percuté la Terre. Sa zone d'impact a été d'une centaine de fois supérieure à celle d'Hiroshima, rasant des centaines de milliers de kilomètres d'arbres aux alentours de Krasnoïarsk. Alors pour moi, boss, d'un point de vue scientifique et technologique, la fin du monde la plus probable, c'est lié à la cosmologie. C'est la collision avec un astéroïde géant et la fin de notre Soleil dans plusieurs milliards d'années. En fait, le problème pour moi, c'est qu'en histoire, nous n'avons jamais expérimenté la fin du monde, vu qu'on est encore vivant, patron. C'est le problème. Donc on va retourner aux origines, l'extinction KT, la fameuse disparition des dinosaures. Est-ce que ça peut ressembler à une simulation de ce qui nous attend ? La baisse des températures, ce fameux hiver qui va durer des milliers d'années où on ne voit plus le soleil et justement toutes les espèces vivantes disparaissent. Est-ce que c'est ce qui nous attend ? Alors justement, en parlant d'extinction KT, nous sommes un peu le fruit de cette extinction, puisqu'après les dinosaures sont arrivées toutes les choses qu'on connaît. En revanche, cette fameuse extinction, comme tu le disais, elle est liée à un astéroïde. Et la NASA dispose de budgets phénoménaux, pour ne pas dire inimaginables, en ce qui concerne la survie post-apocalyptique. Pour contrer l'astéroïde, il existe une étude très sérieuse qui a été menée. Il faut savoir que les astéroïdes sont composés en partie d'azote. Certains scientifiques sont en train de développer des fusées capables de s'arrimer à ces mêmes astéroïdes pour les dévier de la planète en cas de problème imminent, en cas d'extinction imminente, et pousser l'astéroïde très lentement en récupérant l'azote issu de cet astéroïde, donc une source de carburant importante, et décaler l'astéroïde afin de le sortir de la trajectoire vers la Terre. Effectivement, Baptiste, on n'est pas loin du film Armageddon. Moi, je vais vous parler d'un événement que l'on connaît tous, le déluge.
Le déluge, ça s'est passé il y a 3-4 000 ans avant le Christ. Il est relaté dans toutes les religions, à travers notre planète. On le sait aujourd'hui de façon scientifique, ça s'est réellement produit. On peut même se poser la question que des scientifiques aujourd'hui sont en train de faire une arche de Noé dans l'Antarctique, en récupérant des espèces, de la faune, de la flore, pour préserver notre humanité. On ne connaît pas ce qui nous attend, mais on s'y prépare. Alors pour moi, patron, l'hypothèse la plus probable, c'est la seconde. C'est l'extinction de notre Soleil. Ça arrivera à peu près dans 5 milliards d'années. Le problème, c'est que dans l'univers, un phénomène cosmologique comme l'extinction d'une étoile telle que notre Soleil, c'est pas simplement qu'il va faire tout noir. Notre Soleil, lui, va devenir une géante rouge. Le gaz contenu à l'intérieur va se dilater et véritablement vaporiser la planète. Donc malheureusement, patron, en histoire, je n'ai pas d'informations pour étayer une hypothétique fin du monde. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, on ne l'a pas vécu. Par contre, si, pour le coup, on se fie à la fiction, qui, de nombreuses fois, a influencé la science, on peut imaginer que des films comme Mad Max, des jeux vidéo comme Fallout, ou même le film La planète des singes, pourraient simuler une fin du monde totalement différente. Si on voulait, patron, éviter le scénario de la géante rouge, il y a une solution. Justement, comme je le disais, la NASA dispose d'un budget gigantesque et fait appel aux plus grands scientifiques mondiaux pour régler ce type de problématique. Et ce scénario, je sens qu'il va vous plaire. Ça serait, provisoirement, de migrer une sorte d'élite planétaire, ou du moins le maximum de personnes que nous pourrions déplacer, sur Mars. Ça semble aujourd'hui un projet totalement fou, et pourtant c'est très sérieux, et énormément d'argent sont investis pour produire ces recherches. Voilà, patron, nous avons fait nos investigations, historiques, scientifiques. Vous avez tous les éléments en main. Nous espérons que ces informations seront utiles à l'organisation. Allez, maintenant, il est temps de tuer le reste de ce plateau avec ma propre chronique. Ah oui. Rubrique série télé avec David. Allez, les copains, on part pour 2002-2004. Il n'y a pas d'Odyssée de l'espace, c'est les dates de diffusion sur Showtime de la série que je vous ai sélectionnée, c'est Jérémia. Alors Jérémia qui est adapté d'une BD. Herman, ouais. Voilà, dont on touchera un petit mot tout à l'heure puisque c'est un personnage très sympathique. Jérémia, je vais vous mettre le générique. Alors faut pas parler dessus parce que l'avantage de ma rubrique, c'est que souvent les génériques expliquent tout et comme ça je suis un peu peinard. Image. Ah, bravo. Cher papa, voilà plus de 15 ans que la grande mort a emporté tous ceux ayant dépassé l'âge de l'innocence. La fin de ton monde. Le commencement du mien. Mais j'ai reconnu les mecs qui font la musique, ils jouent dans la station Montparnasse, bienvenue à Paris. Ils sont au chômage. Alors Jérémia, c'est une série qui n'a duré que 2 saisons. Mais ce qui est très intéressant avec Jérémia, c'est surtout le créateur qui s'appelle John Michael Straczynski. C'est un mec qui a bossé sur des trucs qui vont pas forcément vous intéresser au départ. Et à l'époque, il bénéficie quand même d'une grosse notoriété. Donc Babylon 5, c'est un gros monument. Il tombe sur la BD d'Herman, il dit « Oh tiens, je vais l'adapter cette BD ». Et voilà, ça va donner donc Jérémia, qui est joué par Luc Perry, que vous avez pu voir dans Beverly Hills 90 210. Oh ouais. D'ailleurs, c'est pas une vraie adresse, j'ai écrit, ils m'ont jamais répondu. Petit salaud. Et il y a aussi des comédiens qui viennent du Cosby Show, mais voilà, ça c'est pas forcément hyper intéressant. Pourquoi je voulais sélectionner? C'est pas la meilleure série post-apo, Fred. Tu me parlais de Révolution, tu me parlais de Jéricho. Mais c'est là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est moite. C'est-à-dire que tu sens qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a des petites rues comme ça, où ils ont mis 3-4 petits papiers sales, tu vois, il y a une petite carcasse de bagnole, tu sens que c'est fait avec amour. Voilà, ça a été tourné. Même déjà dans le générique. Ouais, mais voilà, mais ça a été tourné par Vancouver. On peut aimer ou pas Luc Perry, on peut aimer plus ou moins le côté un peu théologique. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez important. C'était d'ailleurs très présent dans Babylon 5 parce que Straczynski, c'est un mec qui se dit athée, mais il y a beaucoup de réflexions autour de Dieu. D'ailleurs, Jérémia, pendant tout le long de la série, on se demande est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est un nouveau Messie. Au cours de la saison, il va d'ailleurs rencontrer Shane Astin, qu'on a pu voir dans les Goonies, qui depuis a mangé plein de donuts et qui du coup a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, voilà, exactement. Ah ouais. Et qui joue là un personnage qui parle directement à Dieu. Alors, si vous avez plus ou moins aimé la fin de Lost, et je te regarde parce que je sais que tu la détestes, si le côté théologique, en tout cas, vous freine pas, c'est une très très bonne série. Et on va parler aussi donc du coup du créateur de la bande dessinée originale, le Belge Herman. Tu peux peut-être nous en toucher un mot parce que ça, c'est très drôle. Ouais, je raconte ma vie. Je sais qu'en Belgique, ils savent toucher. Il a une résidence secondaire. Tu me permets, je coupe le gonzo de la honte.
Donc Herman, prends mes connards. il a une résidence secondaire dans le Limousin. Je suis allé l'interviewer chez lui. Il a sa piscine et tout, super. Et donc je l'interviewe. À la fin, je lui touche un mot sur la série télé et il me dit ouais, j'ai reçu les coffrets, je les ai même pas ouverts. En gros, il s'en branle. Voilà. Donc il s'en fout, il fait ses BD. C'est un gros bosseur, il fait que ça. Il est passionné par la BD et tout ce que mon agent a dealé. Il publie encore beaucoup de trucs? Ouais, tout. Il fait 2 ou 3 albums par an. Ouais. C'est un gros bosseur. Mais la série, sinon, elle a une fin ou Ouais, alors ça, c'est assez intéressant que tu me permets de rebondir là-dessus. Mon Dieu, c'est fou, tu devrais être animateur de plus ou moins geek. Straczynski, autant il était peinard sur Babylone 5, autant MGM va lui foutre des bâtons dans les rues, dans les rues. Ils vont lui mettre des bâtons dans les roues, je vais réussir à le dire, au point qu'il dit, écoutez, c'est simple. Moi, je vais finir la série à la saison 2. Si vous en faites une 3e, paf, ça c'est un geste pas très joli, mais à la télé, ça sera plus poli comme ça. Vous allez vous faire voir, vous faites la 3e sans moi, je m'en moque. Je clôture à la 2, et finalement, MGM a dit, bon, ça tombe bien, de toute façon, ça marche pas. Mais voilà, il y a ce petit côté, moi, théologique que j'aime bien, ce petit côté sympa de Luc Perry, finalement, qui est pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça, voilà. T'as bien voilà, résumé. pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais. Mais autant, tu vois, Jericho, j'ai pas réussi à accrocher jusqu'au bout. D'ailleurs, je déteste Keith Ulrich, le comédien principal. Autant, voilà, je suis tombé amoureux de Luc Perry. Du pauvre. C'est le Johnny Depp du pauvre. Skate Ulrich, cette émission est pour toi. Skate. Et ben d'ailleurs, je vais te dédier, Skate Ulrich, la prochaine chronique. On retrouve François pour le talent web. François, à lui de jouer maintenant pendant que moi, je me repose. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Bonjour, aujourd'hui un sujet post-apo. Et pour l'occasion, nous allons apprendre à désamorcer une bombe nucléaire. C'est très simple, il suffit juste de couper le fil. Attention les yeux, voici un OFNI. OFNI, objet filmique non identifié. Rencontre avec Frédéric Grousset, le réal du court-métrage Kangoutomique, tourné dans le sud de la France. Peux-tu expliquer Kangoutomique à ma grand-mère? C'est un court-métrage donc sur un kangourou humanoïde dans un monde post-apocalyptique. Alors, je ne sais pas si ta grand-mère va comprendre toute la phrase. Voilà, donc en fait, c'est la vie, en fait, au jour le jour de ce kangourou. Comment ce projet a-t-il vu le jour? C'est un festival qui s'appelle Hallucination Collective. C'est un festival lyonnais qui a lieu tous les ans en avril. Et donc, ils m'ont commandé un petit teaser pour présenter un petit peu le festival. En tous les cas, chaque année, ils font ça, ils prennent un réalisateur différent. Et chaque réalisateur a plus ou moins carte blanche pour faire un petit court-métrage qui représente l'esprit du festival. Et d'ailleurs, la première image qui m'a inspiré, en fait, c'est d'imaginer donc un kangourou en train de danser devant un champignon atomique, en fait. Voilà, et c'est parti de là. Moi, j'ai plutôt des images avec Scarlett Johansson. Quelles sont tes références? J'ai quand même commencé, moi, ma cinéphilie par le film d'horreur. C'est vrai que Massacre à la tronçonneuse ou Zombie de Romero, enfin, c'est des grands classiques, mais en même temps, ça a été des baffes dès le plus jeune âge. Donc après, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est pas forcément des films. C'est des films que je ne revois pas, par exemple, tous les ans. Fred a commencé sa carrière avec un long métrage autoproduit, Aquarium. Le pitch d'Aquarium, en fait, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent enfermées dans une pièce en muret vivant et qui ne savent pas ce qu'ils font dans cette pièce et qui vont devoir essayer de sortir et essayer de ne pas tous s'entretuer avant la fin du film, en gros. Même si c'est ce qui arrive, plus ou moins, à la fin du film. Et quel est son budget? On parle toujours de budget comme ça. Je sais qu'il y a même des films où les gens disent « Ah, mon film a coûté 500 €. » Non, ça coûte pas vraiment ça. C'est ça que ça coûte pour fabriquer le film. Mais bon, c'est vrai qu'il y a tous les acteurs, tous les techniciens, tout ça qui ne sont pas payés, donc en fait, qui ne rentrent pas dans le budget du film. Donc du coup, effectivement, le budget, on va dire régie, plus un peu décor et caméra et tout ça, c'était 3 000 €. Fred est décidément très productif puisqu'il enchaîne avec un second film, autoproduit également. C'est un thriller en fait tourné en temps réel où un couple part en vacances et se retrouve confronté à un tueur. En gros, c'est pour résumer rapidement le film, c'est un peu ça. Le budget, je crois ça nous a coûté, je crois que c'est à peu près 7 000 €, enfin un peu plus. Voilà, gros budget pour nous, le double.
Tu es entouré d'une bonne équipe. On se connaît tous en fait, hein. C'est un petit, on va dire que c'est un petit milieu. C'est pas forcément, on tourne pas forcément tous ensemble, mais on se connaît quand même, on se voit souvent et on en discute. Mais a priori, ouais, c'est plus ça, c'est plus les facilités qu'on a pour tourner ici. Et comme je dis, en plus, il y a vraiment des techniciens très compétents ici qui peuvent très bien faire la blague, comme on dit, pour faire même des longs métrages, pour aller jusque-là, quoi. Le cinéma indépendant, c'est un choix. C'est une volonté quand même de faire du cinéma indépendant en France, de faire du long métrage. J'ai fait aussi des courts métrages, des clips, des choses comme ça. Mais de temps en temps, voilà, on va dire tous les 3-4 ans, on essaie de monter un projet un peu plus long et essayer de l'exploiter, que ce soit en DVD ou ailleurs à l'étranger. Et une petite tranche de Kangoo Tomic avec sa chanson Karaoké. Quels sont tes objectifs? Mon but, ce serait vraiment d'arriver à faire un film bien produit ici, avec les gens qui me suivent depuis 10 ans, quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est le but à atteindre, quoi. Après, aller aux États-Unis, pour moi, ça serait une cerise sur le gâteau, mais en même temps, c'est pas forcément une idée fixe, quoi. Espérons que ce kangourou te portera chance. D'ailleurs, Fred, une question que je me pose, pourquoi ne pas tout simplement tourner en Australie? Voilà donc le Kangoo Tomic, qui est quand même le court-métrage le plus hallucinant à moitié en karaoké. Et on enchaîne avec Frankie, alias Franck, alias Jim White, pour la shopping list, comment claquer sa thune en moins de 4 minutes. Tout de suite, la shopping list. Oh, c'est horrible. C'est l'apocalypse. Et une météorite avec des choses cheloues qui a transformé tout le monde en serviette maléfique. Mais heureusement, moi je suis encore vivant. Et je vais présenter cette shopping list, quoi qu'il arrive. Stalker, c'est un jeu au cœur de Tchernobyl où il y a des animaux qui ont subi des mutations cheloues et qui essayent de vous attaquer. Bon, le quotidien, quoi. Et donc, du coup, vous devez choper des artefacts parce que ça vaut plein de thunes. La prochaine fois, j'enlèverai ma combi. Nausicaa, c'est le célèbre film de Miyazaki sur une terre usée par l'humain qui essaye de reprendre le dessus avec la végétation. Et dedans, il y a des messages super forts. C'est trop bien. Ah, j'ai risqué ma vie pour ce sac, j'espère qu'il y a de la nourriture dedans. Oh non, c'est une blague. 2033, futur apocalypse. Bon, on va pas se mentir, c'est une vraie daube, hein. Il le compare au Fils de l'homme, mais ça, c'est un film à voir. Ah, l'ironie du sort, Apocalypse, ça sort chez Milady. Sérieusement, les illustrations sont cool et c'est un combat entre les anges et les démons, c'est pas mal. Ça, c'est quoi? Bouncer. Ah oui, ouais, c'est le cow-boy chelou, un peu manchot, là. Il y a de l'action et tout, c'est pas trop mal, ça sort chez Glénat. Ouais, mais du coup, j'ai pas de nourriture, moi. Peut-être que ça se mange, les bouquins. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un m'entend, là? Il me faut de la bouffe, j'en peux plus. Allô? L'âge de cristal chez Warner Bros, c'est une vieille série TV qui se passe en l'an 2218 après une attaque nucléaire qui dévaste le monde. Et ce qui reste de la population a été confiné dans une cité hermétique fermée par un dôme et isolée du monde. Mais qui êtes-vous? Mais je suis Franck de la shopping list. Ah, j'arriverai jamais à faire ce feu, j'abandonne. Lolika, ça se passe en 2080, c'est dans une Europe un peu post-apo, et du coup Paris est un peu ravagé, enfin c'est vraiment du tout et n'importe quoi. Et on va suivre une mignonne petite Canadienne qui va voir sa vie un peu chamboulée à cause d'une fille qui a des pouvoirs magiques apparemment. Y, le dernier homme. C'est chez Urban Comics, et l'histoire est simple, tous ceux qui portaient le chromosome Y sont morts. Et le personnage principal est un homme qui est entouré de femmes. Comme quoi, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. J'ai trop faim, en plus j'ai pas envie de boire mon pipi. Le guide de survie en territoire de zombies, en fait c'est un livre en 6 étapes et ça raconte un peu les endroits où il faut aller, les armes à avoir ou encore les stratégies à adopter. C'est trop bien, j'aimerais bien le manger ce bouquin. Oh mais c'est super bon. Vigilante, en fait c'est l'histoire d'un groupe de potes qui a des super pouvoirs et ils se réunissent quelques années après pour combattre le mal. Mais c'est Laurent Kessy. Il était si beau avant d'être transformé en chiffon. Je me rappelle, il me conseillait une BD, c'était Aqua Blue chez Delcourt. Et ça racontait l'histoire d'humains qui allaient sur une planète avec des petits hommes bleus dessus, un peu comme Avatar. Mais c'était pas du tout ça, parce que l'histoire était poussée et les graphismes étaient superbes. Laurent,
Je lui ai jamais dit que je l'aimais. Ça y est, j'ai trouvé un ami. Hey, tu veux bien jouer avec moi à Sans Rancune? C'est chez Yellow. En fait, c'est un jeu de société où on a eu un artefact super puissant. Et donc, du coup, on doit sortir du donjon tous ensemble. Mais le problème, c'est qu'il y en a qu'un qui pourrait avoir l'artefact. Donc, du coup, c'est un mélange entre coopération et trahison. C'est énorme. Allez, joue avec moi. Chez Ankama, il y a Doc Savage. En fait, dans ce tome, il y a des mercenaires qui vont prendre le contrôle de New York, comme ça. Et puis ensuite, ils vont aussi prendre en otage un proche de Doc. Donc, du coup, ça va le faire péter un câble, il va y avoir des explosions, de la fusillade, un peu de la Michael Bay, mais version comics. C'est énorme. Et voilà, j'ai réussi à finir cette shopping list sain et sauf. Je suis fier de moi. Si vous êtes toujours pas transformé en chiffon, vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse. Quant à nous, non, une attaque de chiffon. Oh, je fais souvent des cauchemars quand je me rase pas le duvet. C'est horrible. Plus des chiffons qui attaquent les gens, n'importe quoi. Et voilà, l'émission Post-Apo va toucher à sa fin. Va-t-on mourir? Va-t-on survivre? Mystère, vous saurez ça la semaine prochaine. En tout cas, on va faire un petit tour de table. RL, qui t'a le plus impressionné de charisme masculin? C'est toi, Laurent. On s'en remettra après. Oui, bien sûr. Laurent? Les rats de Manhattan, moi, j'ai bien envie de voir. Ah ouais, les rats, franchement, je veux savoir ce qui se passe, cette histoire de pépinière. Je veux savoir tout. Lui. Oh. Non mais Fred, rappelons que Fred n'avait pas de livre en 5e. Donc à partir du moment où tu dis j'ai lu un truc en 5e, Fred il est pas Je d'accord. crois qu'il a tiré les pires têtes de l'émission. Rurik? Et moi la série là, elle m'intéresse cette série. J'avais jamais entendu parler. Eh ben écoute, je te la donnerai de ma collection personnelle. Allez, c'est l'heure de se quitter. Je vous rappelle que vous pouvez prolonger l'aventure sur les réseaux sociaux tels que Geekbook ou Geekter. Geekter, vous suivez bien, il y a une appli Geek, il y a un site internet, il y a le forum, donc vous pouvez réagir comme vous le voulez. Deux petites choses avant de se quitter, rappelez-vous qu'il n'y a absolument aucun âge pour s'affirmer comme un geek. J'ai eu peur. J'ai flippé, mais ceci étant dit, j'étais d'accord. Pour faire votre geeking out, et qu'un bon geek est un geek curieux. Allez, on se retrouve très très bientôt. Bye bye.